Ce mercredi, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné à une majorité écrasante les annexions russes de territoires ukrainiens. La guerre en Ukraine, Kiev affirme avoir repris plusieurs localités dans le sud du pays, près de Kherson, tandis qu'à Zaporijjia, les évacuations de civils se poursuivent. Fini la quarantaine due au Covid-19, Taïwan rouvre grand ses portes aux touristes étrangers en mettant fin aux mesures d'isolement obligatoires. Réunie depuis lundi en urgence, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné ce mercredi à une majorité écrasante les annexions illégales russes de territoires ukrainiens. Sur les 193 États membres représentés, 143 ont adopté cette résolution, 5 pays ont voté contre et 35 se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis. Un État membre de l'ONU disposant d'un siège permanent au Conseil de sécurité a tenté d'annexer par la force le territoire de son voisin. Cet État membre de l'ONU n'a pas seulement placé son voisin dans sa ligne de mire, il a aussi visé le principe fondamental de cette institution, à savoir qu'un pays ne peut pas prendre le territoire d'un autre par la force. Fin septembre, Moscou avait utilisé son veto pour bloquer au Conseil de sécurité cette même résolution condamnant les annexions en Ukraine. En dehors du veto russe, le texte avait accueilli 10 voix pour sur les 15 membres du Conseil. L'Occident est complètement sourd aux problèmes des pays du Sud. Tous les efforts sont déployés pour promouvoir le récit ukrainien, mais pas le bien-être du pays, et ce uniquement dans le but de nuire à la Russie. La résolution condamne les tentatives d'annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson, après des prétendus référendums illégaux, et souligne que ces actions n'ont aucune validité au regard du droit international. Le texte appelle également à ce qu'aucun État ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Après avoir été victime d'intenses bombardements russes en début de semaine, l'Ukraine a affirmé ce mercredi avoir repris plusieurs localités dans le sud du pays, notamment près de la grande ville de Kherson. Dans l'est ukrainien, comme ici à Izium, ville libérée il y a un mois, la situation reste difficile pour les habitants qui doivent vivre sans gaz ni eau courante et faire la queue pour obtenir de l'aide humanitaire. Nous avons besoin de nourriture. Nous avons pris du pain parce que nous n'en avons pas chez nous et que nous n'avons pas d'argent pour en acheter. Nous essayons de préparer du bois de chauffage, nous calfeutrons les fenêtres. Nous couvrons tout. Je veux être au chaud. Pour d'autres, la seule option est de partir. Dans le sud de l'Ukraine, à Zaporijjia, les évacuations de civils se poursuivent. Depuis des semaines, cette ville située à proximité de la plus grande centrale nucléaire européenne annexée par la Russie est la cible d'attaques toujours plus violentes et meurtrières. De leur côté, des centaines de camions attendent les ferries qui leur permettront de traverser le détroit de Kerch. Le trafic routier et ferroviaire avait été interrompu le 8 octobre dernier après une explosion qui a fortement endommagé le pont qui relie la Crimée à la Russie. Si la circulation des voitures et des trains a repris, le transport de marchandises reste lui toujours perturbé. Taïwan rouvre grand ses portes aux touristes. Pour la première fois depuis le début de l'année 2020 et la crise du Covid, les visiteurs étrangers n'ont plus à se soumettre à une période de quarantaine. Tôt ce jeudi matin, les premiers arrivants à l'aéroport international de Taïwan ont même eu droit pour l'occasion à une petite cérémonie d'accueil. Taïwan a été le premier État au monde à fermer ses frontières aux voyageurs internationaux après l'apparition de la pandémie. Pendant longtemps, les visiteurs ont dû passer 7 jours en isolement complet. En juin dernier, cette durée a été réduite à 3 jours et ce jeudi, cette exigence a été complètement supprimée. Les passagers doivent néanmoins encore se soumettre à un test rapide de dépistage et à un suivi sanitaire pendant une semaine.
Taxer les pets de vache, c'est la proposition inédite et controversée du gouvernement néo-zélandais pour lutter contre le changement climatique. Le projet prévoit que les agriculteurs payent pour les émissions de gaz à effet de serre de leurs animaux, tels le méthane dans les pets mais aussi dans les rots, ou encore le protoxyde d'azote contenu dans l'urine du bétail. Le gouvernement espère mettre en place cette taxe d'ici 3 ans. Les éleveurs, eux, sont vent debout contre le projet. La Corée du Nord a testé ce mercredi 2 missiles de croisière stratégiques à longue portée. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a personnellement supervisé ces lancements de missiles qui ont parcouru 2000 km au-dessus de la mer Jaune. Des missiles conçus selon les médias officiels pour transporter des armes nucléaires tactiques. Dans le nord de l'Inde, les autorités du pays ont mis à l'arrêt une usine productrice de médicaments. L'OMS avait émis la semaine dernière une alerte concernant 4 sirops contre la toux produits par ce laboratoire et qui pourraient avoir un lien avec les 69 enfants morts d'une insuffisance rénale en Gambie. Une enquête a été ouverte. Une première inspection de l'usine a déjà révélé 12 violations du protocole. À 82 ans, Denis Tito s'apprête à renfiler sa combinaison. Le 30 avril 2001, à bord de l'ISS, l'Américain devenait le premier touriste spatial de l'histoire. À une date encore inconnue, le milliardaire et son épouse participeront au 2e vol commercial de SpaceX vers la Lune. La mission à 200 km au-dessus de la surface lunaire durera une semaine. Plusieurs villes du sud du Pakistan sont toujours sous les eaux, plus de 40 jours après les terribles inondations qui ont frappé le pays. En raison notamment de l'absence d'égouts, l'eau met du temps à se retirer. La vie reprend cependant lentement, mais reste des préoccupations majeures. Le manque de nourriture et les mauvaises conditions d'hygiène, entre autres. Le Pakistan vit cette année sa mousson la plus violente depuis une décennie. C'est le prix à payer pour avoir nié la réalité des faits. La justice américaine vient de condamner Alex Jones à verser près d'$1 milliard à des familles de victimes de la tuerie de l'école de Sandy Hook. En 2012, il avait qualifié le massacre de canular et accusé les proches en deuil d'être des acteurs. Conséquence, pendant des années, plusieurs familles ont été victimes de harcèlement et de menaces de la part de sympathisants complotistes. L'Autriche tient à cultiver sa neutralité. La semaine dernière, la ministre de la Défense a reçu son homologue chypriote pour parler d'une politique commune de défense et de sécurité. Vienne cherche à intensifier sa coopération avec d'autres États non alignés comme Chypre, l'Irlande ou Malte. Avec l'entrée des pays scandinaves dans l'OTAN, les États neutres sont de moins en moins nombreux au sein de l'Union européenne. Pour Vienne, il pourrait pourtant avoir un rôle diplomatique clé dans la guerre en Ukraine. Pour nous, c'est très important de se coordonner plus étroitement avec les pays neutres ou avec ceux qui n'appartiennent pas à des alliances comme l'OTAN. Pourquoi ? Ce sera peut-être l'occasion, le moment venu, d'avoir un rôle à jouer dans la diplomatie. Un jour, pas à l'heure actuelle, mais ce jour viendra. Moscou a récemment rejeté l'offre de médiation avec l'Ukraine proposée par Vienne. En votant les sanctions contre la Russie, l'Autriche est allée trop loin dans le camp occidental, affirme le Kremlin. Mais le pays garde une position unique au sein de l'Union européenne, car c'est le seul non aligné à ne pas avoir de relations militaires bilatérales avec d'autres pays. De fait, l'Autriche est le seul pays neutre qui maintient des liens avec les pays non alignés du Sud et qui a aussi un rôle particulier en hébergeant des organisations internationales. Personne ne conteste pourtant qu'à l'heure actuelle, l'Autriche est incapable de défendre son territoire et sa neutralité. Trop peu de soldats, pas assez formés. La ministre Tanner compte sur ceux qui prolongent volontairement leur formation militaire jusqu'à 9 mois. Des centaines de jeunes hommes se sont portés volontaires pour s'engager 3 mois de plus au sein des forces armées autrichiennes, et certains encore plus longtemps. Nous allons continuer à travailler là-dessus.
À l'origine, le budget de l'armée autrichienne aurait dû presque doubler l'année prochaine. Au lieu de cela, beaucoup moins d'argent sera dépensé en artillerie et en équipement. Ce n'est que dans les années à venir que le budget passera à 1,5% du PIB. Johannes Blöschberger, Euronews, Wien.